Elle sortit par ce beau matin de fin mai, se dirigeant vers la pharmacie pour récupérer ses médicaments contre les allergies et une brique de lait d'amande pour ses smoothies, ignorant à quel point ce voyage allait bientôt lui paraître banal. Alors qu'Emily s'engageait sur Washington Road, le vrombissement de la voiture de police du comté qui s'arrêtait derrière elle lui parut presque routinier. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, régla la climatisation et attrapa le volant, mais fut brusquement secouée par l'éclatement soudain des gyrophares. Avant même qu'elle puisse comprendre ce qui se passait, un policier s'est approché et lui a passé les menottes au poignet. « Vous correspondez à la description d'un suspect ?» a-t-il dit sans même demander sa carte d'identité. La confusion l'envahit tandis qu'il la conduisait hors de la voiture, le sac de pharmacie bruissant sur le siège passager, attirant les regards curieux des passants. C'était un vendredi doux de la mi-mars, et les rues de Géorgie semblaient endormies, comme si même les premiers rouges-gorges pressentaient l'approche du week-end. Emily s'efforçait toujours de passer un vendredi doux ou de terminer la semaine dans une réflexion sereine, mais ce matin-là allait bouleverser toute son histoire. La nouvelle de son arrestation a fait des vagues dans tout l'État, secouant des communautés de Savannah à Atlanta. Ce qui avait commencé comme un simple passage pour des médicaments est devenu un moment révélant à quel point une vie peut facilement être bouleversée par une simple déclaration non vérifiée. À la maternité de l'hôpital Saint-Maries de San Antonio, la lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres. Emily était allongée sur son lit postpartum, la main posée sur la petite joue de son nouveau-né. Le travail durait depuis plus de 12 heures, ses yeux étaient cernés, son corps épuisé, mais un léger sourire persistait sur ses lèvres. « Tu lui ressembles comme 2 gouttes d'eau », murmura-t-elle à son bébé endormi, regrettant Logan, son mari, qui lui avait envoyé un SMS de Tucson, en Arizona, au sujet d'une affaire urgente avec un partenaire étranger. Un léger coup à la porte annonça une jeune infirmière portant un coffret cadeau argenté et brillant. Emily ne l'avait pas vu depuis son hospitalisation. « Mademoiselle Emily Anderson ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit Emily d'un ton hésitant. « C'est de la part de votre mari, il ne pouvait pas être là, mais il voulait vous envoyer une surprise. Félicitations pour votre accouchement sans problème. » D'une main tremblante, Emily dénoua le ruban et souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée posée sur une pile de papier soigneusement triée. S'attendant à une lettre d'amour, elle ouvrit la première page et son sourire disparut. En gras, on pouvait lire « Contrat DE prêt $120 000 emprunteur, Emily Anderson Miller. Taux d'intérêt, 22% par an, composé. » Son cœur battait fort lorsqu'elle consulta le calendrier de remboursement, près de $3 000 par mois en capital et intérêts. À côté des papiers se trouvait le gribouillage familier de Logan. « Emily, je suis désolé de ne plus pouvoir tout porter. La situation est devenue incontrôlable. Je dois filer, il me recherche, et si je ne disparais pas, toi et le bébé serez en danger. J'ai contracté ce prêt en ton nom, mais crois-moi, c'est la seule issue. Pardonne-moi. Logan. » Des larmes lui brouillèrent la vue. « Non, c'est impossible, » murmura-t-elle. L'infirmière, alarmée, demanda qui l'avait envoyé. Emily ne put que bégayer qu'un homme avait déposé la boîte à la réception et prétendait être son mari. Elle se précipita vers son téléphone, le numéro de Logan sonna, suivi d'un message automatique, actuellement indisponible. Toujours la même réponse glaciale. Quelques minutes plus tard, Emily s'effondra au sol, prise de vertige. Une autre infirmière se précipita, hypotension. Apportez le brancard. Des liquides et un léger sédatif la ramenèrent à la conscience une heure plus tard, seule dans une chambre individuelle. Son bébé avait été transféré temporairement en néonatologie, mais l'esprit d'Emily s'emballait à l'idée de la trahison de Logan et des chiffres terrifiants qui définissaient désormais son avenir. Sans parents, seulement un frère aîné, Jason, à Corpus Christi, et Emily se sentait complètement seule. Elle appela sa belle-sœur Lorraine, dont la voix ne trahit aucune surprise. Logan emprunte de l'argent depuis des mois. Il a dit qu'il utiliserait ton nom pour les formalités administratives, et maintenant il part pour la Floride. Les jointures d'Emily blanchirent tandis qu'elle serrait son téléphone. En milieu d'après-midi, elle a pris d'assaut le poste des infirmières, « Je veux parler à la police. » 3 heures plus tard, un agent a examiné le logo Sulfen Financial estampillé en rouge sur les documents de prêt. Si la signature est la vôtre, vous êtes responsable, sauf si vous pouvez prouver qu'elle a été falsifiée. Vous devrez déposer une demande de vérification et fournir des preuves pour les poursuites. Emily pouvait à peine parler. Je viens d'accoucher. Je ne suis même pas encore rétablie. Cette nuit-là, Emily était allongée près de son bébé, dont la peau rose et les cils palpitants semblaient parfaitement innocents.
Elle pressa son visage contre sa douce joue. Je suis tellement désolé que tu sois arrivé dans ce monde, et je t'ai déjà laissé tomber dans un état où je ne sais même plus à qui faire confiance. Elle a envoyé un message à Nathan Rogers, un ancien camarade de classe en journalisme qui travaille maintenant au magazine The Vertex. Nat, aide-moi, s'il te plaît. C'est réel. Logan m'a trahi. Je suis coincé. Le message fut lu, mais resta sans réponse. Emily resta assise, immobile, dans un coin, la lumière crue du néon projetant une lueur maladive sur son désespoir. Son quatrième appel à Logan ne rencontra que le même message indisponible. Lâche, murmura-t-elle, la gorge serrée de rage. Puis son téléphone sonna, le SMS d'un numéro inconnu. Coopérez et vous vivrez. Sinon, vous savez ce qui arrive. Pas de nom. Pas d'informations sur l'expéditeur. Impossible de répondre. Seule dans la pièce vide, à l'exception des légers mouvements du bébé et du léger bip du moniteur cardiaque, Emily appuya sur le bouton d'appel infirmière. À l'arrivée de Madison, l'infirmière en chef de nuit, Emily lui remit le message menaçant. On ne peut pas le retrouver ici, dit Madison doucement. Mais si vous ne vous sentez pas en sécurité, signalez-le à la police. Et ne faites confiance à personne d'autre qu'à votre avocat et aux autorités. Emily se mordit la lèvre, l'esprit en ébullition. Elle appela son cousin Aaron Lawson, ancien notaire d'El Paso. Aaron. On m'a piégé. Logan a contracté un prêt de $120 000 à mon nom. En attendant sa réponse, la réalité s'imposa. Emily Anderson n'était plus seulement une jeune maman, elle était devenue la débitrice insouciante d'un crime dont elle ignorait l'existence. Je n'ai jamais rien signé, ils ont livré les documents de prêt à mon lit d'hôpital. Quoi, oh mon Dieu? Avez-vous une photo des documents? Envoyez-les-moi tout de suite. Je demanderai à un collègue de l'étude notariale de les examiner. Emily a pris des photos du contrat de prêt dans son intégralité et me les a envoyées. 15 minutes plus tard, Aaron a rappelé, la voix tendue. Ce contrat est vérifié numériquement, mais votre signature semble erronée. On dirait qu'elle a été découpée dans un autre document, l'encre est incohérente. Je le pensais aussi, murmura Emily. Logan m'écrivait des lettres dans mon journal de grossesse. Peut-être qu'il a pris la signature de là. Si c'est le cas, on pourrait peut-être prouver la falsification, répondit Aaron. Mais il vous faudra un enquêteur pour le confirmer, et il faudra de la persévérance. Il vous faut un avocat. Emily serra les poings. Tout le monde répétait, prends un avocat. Mais comment? Elle n'avait pas d'argent pour en engager un, elle avait $120 000 de dette, venait d'accoucher, n'avait pas de travail et personne pour co-signer quoi que ce soit. Elle ouvrit son dernier message à Nathan Rogers, son ancien camarade de classe qui travaillait désormais dans le journalisme. Il était marqué en rouge, toujours pas de réponse. Emily appuya sur le bouton d'appel aux 3 sonneries, puis 4 heures avant que la voix de Nathan ne se fasse entendre. Bonjour. Nat, c'est moi. Je t'ai envoyé un texto, mais tu n'as pas répondu. Je suis désolé, j'ai des délais à respecter. Le magazine ne me laisse même plus faire d'enquête. Ce qui s'est passé? Logan a disparu. Il m'a envoyé un contrat de prêt à mon nom, Underground Finance Company. Je pense qu'il a contrefait ma signature en utilisant un élément du journal que je lui ai envoyé. Emily, je comprends, mais on ne peut rien publier sans preuve juridique solide. La rédaction n'autorise pas les allégations émotionnelles. Tu connais la loi, tu ne la comprends pas. Tu es la dernière personne dont j'aurais pensé qu'elle me tournerait le dos. Je ne tourne pas le dos, je ne veux juste pas être poursuivi. Ces prêteurs clandestins de Los Angeles, en Californie, sont liés à la mafia. On ne s'en prend pas à eux comme ça. Emily eut un rire amer tandis que des larmes coulaient sur ses joues. D'accord, j'ai compris. Merci de confirmer que je suis bien seule. Elle raccrocha, et une vague de panique la submergea. À partir de ce moment, elle commença à se retrouver sans sommeil. 2 jours plus tard, la police l'a de nouveau convoquée. Cette fois, il s'agissait d'une enquêtrice nommée Laura Parker, de l'unité des crimes financiers. Madame Anderson, j'ai examiné votre dossier. C'est une situation délicate car le contrat est certifié, mais j'ai une question. Vous avez dit que votre mari vous écrivait des lettres? Oui. Dans mon journal de grossesse, il écrivait de petits mots chaque semaine pour m'encourager. Je l'ai gardé avec moi. Emily sortit un carnet en cuir usé et le tendit à Laura.
L'enquêtrice feuilleta les pages, s'arrêtant lorsque son regard se posait sur une ligne particulière. Cette ligne ressemble exactement à la signature sur le contrat de prêt. C'est ça. Je suis sûr qu'il l'a découpée et collée sur le document de prêt. Les yeux de Laura s'illuminèrent. Si c'est vrai, nous pouvons effectuer une analyse numérique pour détecter les incohérences d'encre, l'alignement du papier et les traces de falsification. Cela pourrait être une avancée majeure. Émilie sentit un poids se soulever de sa poitrine, mais à cet instant précis, son téléphone vibra. Un autre message d'un numéro masqué. La police ne pourra pas protéger votre enfant. Émilie s'est effondrée, paniquée, en sanglots. Ils savent que j'ai appelé la police, ils me surveillent. Laura lui serra doucement la main. Reste calme. Tu n'es plus seule. Mais j'ai besoin de ta force. Si nous résolvons cette affaire, nous ne te sauverons pas seulement, nous sauverons aussi des dizaines d'autres femmes. Émilie hocha la tête, les yeux rouges et humides. Ce soir-là, elle retourna dans une chambre temporaire chez sa meilleure amie Heather, une infirmière qui travaillait avec elle avant son congé maternité. Tu es sûr de vouloir rester ici? L'appartement est minuscule, le lit est exigu, dit Heather en installant les couvertures. N'importe où, tant que ce n'est pas à l'hôpital. Je suis terrifié. Je vais être honnête, Émilie, si nous n'étions pas si proches, j'aurais pu penser que tu étais dans le coup aussi. Quoi? La voix d'Émilie tremblait. Regardez ce qui se dit sur Facebook. On dit que vous avez fait semblant d'être une victime pour éviter de payer vos dettes. Un groupe vous a qualifié de meilleur escroc de San Antonio. Émilie serra son oreiller et se mordit la lèvre jusqu'à ce que de petites égratignures apparaissent sur sa peau. Je n'ai arnaqué personne. Je voulais juste accoucher, élever mon enfant et croire que mon mari était un homme bien. Je sais, mais les réseaux sociaux s'en fichent. Ils veulent juste une photo et un titre sensationnel. Si Logan se fait prendre, le tribunal vous croira-t-il? Heather se tut, puis soupira. Si tu n'insistes pas, personne ne te croira. Émilie regardait par la petite fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient comme des lucioles solitaires dans l'obscurité. Son enfant dormait dans un coin de la pièce. Elle s'approcha et posa doucement sa main sur sa poitrine. « Maman n'abandonnera pas, murmura-t-elle. Je pourrais tout perdre, mais je ne te laisserai pas grandir comme l'enfant du débiteur. Émilie, murmura Heather, tu m'as toujours, et peut-être même Laura. Ne me lâche pas. Émilie hocha la tête. Ses yeux étaient injectés de sang, mais pour la première fois, une lueur apparut. Les ténèbres l'entouraient toujours, mais elle savait désormais qu'elle pouvait encore se tenir debout. Une semaine après son deuxième signalement, Émilie commença à sentir un changement d'air autour d'elle, au sens propre comme au figuré. Le petit appartement d'Heather, leur abri temporaire, se trouvait dans un vieil immeuble délabré de la banlieue de San Antonio, au Texas. Pas d'ascenseur. Porteur le bébé jusqu'au 3e étage l'épuisait jusqu'à l'os. Mais ce n'était pas l'escalier qui la fatiguait le plus, c'étaient les regards en coin des voisins qui se détournaient rapidement à son passage, le hochement de tête glacial du caissier de la supérette qui ne lui avait pas dit bonjour quand elle était venue chercher des couches, le marmonnement dédaigneux d'un chauffeur de VTC sur son Bluetooth, je dois prendre cet arnaqueur dont tout le monde parle. Émilie n'avait pas besoin d'aller sur Internet pour savoir ce qui se passait, mais un soir, Heather lui tendit le téléphone. Je pense que tu devrais voir ça, mieux vaut le plus tôt possible. Émilie se figea en regardant l'écran, un groupe Facebook local de plus de 12 000 membres avait publié « Jeune maman, 120 000 $ de dette arnaque ou histoire à pleurer ?» Plusieurs sources affirment qu'Emily Anderson, 29 ans, a accepté de contracter un prêt pour son mari et a ensuite simulé une arnaque pour esquiver le remboursement ou une nouvelle arnaque pour contourner le système. Des centaines de commentaires ont suivi. Seuls quelques-uns étaient neutres, la plupart étaient condamnatoires. Elle est restée silencieuse tout en profitant de l'argent. Et maintenant, soudain victime, attention, elle va probablement simuler un effondrement et lancer une cagnotte GoFundMe. De nos jours, les femmes savent agir. Émilie s'est effondrée sur le sol, sans voix. Qui a posté ça, croassa-t-elle. Le compte appartient à une certaine Sophia Bennett. J'ai fouillé un peu, elle était à l'école avec Logan. Tu te souviens de la fête du Nouvel An l'année dernière? Logan l'avait invitée et l'avait qualifiée de partenaire d'investissement. Partenaire d'investissement en mon cul. Plutôt ma maîtresse. Mais elle semble s'y connaître en prêt, elle pourrait même être directement impliquée. Émilie se prit la tête dans les mains,
la panique lui obscurcissant la vue. Ma tête? Heather, je n'arrive pas à respirer. Bois de l'eau. Calme-toi. Comment? Ils me poursuivent. Ils menacent mon bébé. Ils veulent me faire perdre la tête. Tu ne perds pas la tête. Tu viens d'accoucher. On te pousse à bout, mais je te jure. Je ne les laisserai pas te bousculer, cria Emily, sa voix basse et tremblante, non pas en sanglots bruyants mais en larmes silencieuses qui s'infiltrèrent dans l'épaule d'Heather. Le lendemain matin, le téléphone d'Emily vibra à nouveau, accompagné d'un message d'un numéro inconnu, ne laissez pas votre enfant avoir d'accident cette fois-ci. Une photo était jointe, un plan lointain d'un enfant jouant dans la cour d'école. C'était son fils. La panique envahit Emily. Ses mains tremblaient lorsqu'elle sortit précipitamment de la pièce en criant « Heather, je dois aller à l'école, il le surveille. » Heather enfila une veste et attrapa les clés. « Allons-y. Je conduis. Reste calme. Ne fais pas de scène. » À l'école maternelle Little Sunshine, le fils d'Emily était en sécurité. L'enseignante a confirmé qu'aucun inconnu ne l'avait approché. Mais lorsqu'Emily a demandé s'il y avait des caméras de sécurité autour de la cour de récréation, son cœur s'est serré. « Je suis désolée, » a dit l'enseignante, « nous n'avons une caméra qu'à l'entrée principale. La cour intérieure n'est pas surveillée. » Dehors, Emily aperçut un homme vêtu d'une veste noire et d'une casquette de baseball, debout de l'autre côté de la rue, les mains dans les poches, la tête baissée. « Heather, cet homme, tu le vois, » murmura Emily, essoufflée. « On ne peut pas l'affronter. Il faut appeler la police. Il nous faut des preuves, une photo. » Heather leva son téléphone, mais l'homme leva les yeux, se retourna et se fondit dans la foule. Emily serra le poing si fort que ses ongles lui enfoncèrent la peau. Ce soir-là, une notification est apparue, Nathan Rogers a partagé un nouvel article. Sur son blog Vertex, il avait publié « Le silence tue la justice », racontant l'histoire d'une femme accusée alors qu'elle élevait un enfant et luttait contre une dépression postpartum, son mari disparu, et la justice exigeant qu'elle prouve son innocence. Emily, figée, lisait. À la fin, Nathan écrivait « Elle s'appelle Emily Anderson. Je la connais depuis la fac. Elle n'est pas parfaite, mais je suis certain que ce n'est pas une imposture. » Ci-dessous, des dizaines de commentaires récents, pleins d'encouragement, j'ai partagé une chambre de maternité avec elle, elle est très douce. Mon mari a emprunté de l'argent à Sulfen, ce sont des suceurs de sang. Enfin quelqu'un ose dire la vérité. Pour la première fois depuis des jours, Emily sentit une lueur d'espoir. Son téléphone sonna, c'était Nathan. Emily, je ne sais pas quoi dire, à part merci. Ne me remerciez pas, a-t-il répondu. J'ai eu tort de rester silencieux si longtemps. Cet article a été vu plus de 10 000 fois en 2 heures. Je ne sais plus quoi croire. Chaque jour me semble un enfer. N'abandonnez pas. Je ne suis ni flic ni avocat, mais j'ai une voix, et je l'utiliserai, pas seulement pour vous, mais pour toutes les femmes prises au piège comme vous. Emily serrait son téléphone, le cœur battant au-delà de la peur. Pourtant, l'espoir est la chose la plus fragile. 2 jours plus tard, un tabloïd publiait en première page, Emily Anderson, victime ou actrice? Une source anonyme affirmait avoir été au courant du prêt à l'avance, et peut-être même l'avoir orchestré. À la lecture de l'article, Emily se sentit transie, les mots lui transpercèrent la peau comme des lames. Aucune source n'a été nommée, mais Emily soupçonnait Sophia Bennett. Un jour, elle avait dîné avec Logan et l'avait entendu vanter les talents d'investisseur du mari de Sophia à un homme doué pour tirer profit de l'endettement et des menaces. Emily déchira le papier en lambeaux, s'effondra sur la table et sanglota. Son bébé gémissait dans son berceau. Heather fit irruption, le souleva et le berça doucement. « Tu ne peux pas t'effondrer, pas maintenant, dit-elle. »« Je suis épuisée, » murmura Emily. « Je n'ai plus de lait. Je n'arrive pas à dormir. Je regarde le berceau et j'ai l'impression de regarder dans le vide. Je ne sais même pas si je suis encore mère. »« Tu es une mère, » dit Heather en soulevant son amie et en posant la main d'Emily sur la poitrine du bébé. « Tu sens ça? Il est vivant parce que tu continues à te battre. » Emily trembla, puis souffla, « Bébé, pardonne-moi. Mais je te jure que tant que je vivrai, je ferai éclater la vérité. » À San Antonio, au Texas, la chaleur torride de juin et le vent sec de Sonora rendaient le quotidien morne et épuisant. Mais pour Emily, ce n'était pas le temps qui l'épuisait,
mais la peur constante que quelqu'un surveille son fils. Heather, halta Emily un matin, je n'arrive pas à respirer. J'ai vu cet homme plusieurs fois. Il se tient en face de l'école maternelle tous les matins, je le vois par la fenêtre du bus. Tu as une photo de son visage, demanda Heather. Non, répondit Emily. Il porte toujours une casquette et baisse les yeux. Mais je sais que c'est lui à sa façon de se tenir, à sa veste. Il ne bouge jamais. Heather soupira, observant les cheveux ébouriffés et les yeux creusés d'Emily. Elle toucha le front de son amie. As-tu dormi? Peut-être 30 minutes chaque nuit. Je fais des rêves bizarres. Quel genre de rêve? Insista doucement Heather. Emily hésita, sa voix à peine murmurée. Je tiens mon bébé dans mes bras et je traverse une immense place. Soudain, une foule m'entoure. Ils ne parlent pas, ils me fixent comme des statues vivantes. Je crie, mais personne ne bouge. Puis une main se tend et attrape mon bébé. Je le poursuis, mais mes pieds restent cloués au sol. Ses cris s'estompent, comme s'ils sortaient du fond d'un puits. Heather déglutit, consciente de l'ampleur du traumatisme d'Emily. Je dois encore signaler ça, murmura Emily. J'ai vraiment peur qu'il fasse quelque chose. Ce matin-là, Emily désigna un sac plastique sur la table. À l'intérieur se trouvait une poupée, la tête coupée et rattachée avec du ruban adhésif blanc. Sur son front, une inscription au marqueur rouge disait « Si maman peut agir, bébé peut pleurer ». Heather se couvrit la bouche. « Oh mon Dieu, qui ferait ça ?» Je ne sais pas, dit Emily d'une voix tremblante. Tout ce que je sais, c'est que je vis en enfer. Au commissariat, l'enquêtrice Laura a examiné la poupée et écouté Emily raconter l'histoire de l'homme étrange devant l'école maternelle. Il est là depuis 3 matins d'affilée, a dit Emily en lui tendant le jouet. J'ai peur qu'il kidnappe mon fils. L'expression de Laura devint grave. Nous demanderons les images de surveillance du quartier et de l'école, promit-elle. Mais sans menace directe ni action, la police ne peut pas toujours intervenir. La voix d'Emily tremblait lorsqu'elle demanda « Alors qu'attendons-nous ? Une vraie main pour mon fils qui m'est envoyé par la poste ?» Laura se tut, puis parla doucement, laissant Emily se préparer à ce qui allait suivre. Je ne peux pas promettre de résultats immédiats, mais je jure que je suivrai cette affaire de près et que vous ne devez jamais laisser votre fils hors de vue. Emily hocha la tête, agrippant la coudoir, les yeux injectés de sang. Cette nuit-là, elle essaya d'endormir son bébé, mais le sommeil lui manquait. Des bruits étranges provenaient du couloir, le léger cliquetis des portes de l'ascenseur, des pas discrets dans l'obscurité et chaque coup de vent contre la fenêtre la faisait tressaillir. À 3 heures du matin, un léger coup sourd à la porte d'entrée résonna comme si quelque chose la heurtait. Elle s'avança à pas de loup, regardant par le Judas. Personne ne se tenait là. Par terre, un mot gisait, un coin coincé dans le bord du tapis. Se penchant, elle l'aplatit et lut cette phrase unique et cruelle, « Tu ne mérites pas d'être mère ». Emily s'effondra sur le sol, les mains sur les tempes, l'esprit partagé entre réalité et cauchemar. « Heather, il faut appeler un médecin », marmonna-t-elle d'une voix tremblante. Quelque chose entraîne mon fils dans l'obscurité. J'entends quelqu'un faire les 100 pas dehors toute la nuit. Le médecin secoua la tête, l'inquiétude se lisant dans les rides autour de ses yeux. Je vais lui prescrire un sédatif léger, mais si ça ne s'améliore pas, elle aura besoin d'un soutien post-traumatique. Emily ricana. Je ne vais nulle part. Je ne laisserai pas mon enfant. Si vous voulez m'envoyer en hôpital psychiatrique, il faudra d'abord que vous me tuiez. Il échangea un regard avec Heather, qui tendit la main et prit celle d'Emily. Personne ne t'emmène nulle part. Mais tu dois dormir, tu dois manger. Si tu meurs, on s'occupera de lui. Emily haleta, puis secoua faiblement la tête. Cet après-midi-là, Nathan m'a appelé. Je suis là. Je viens de recevoir un colis anonyme à la rédaction. À l'intérieur se trouvait une photo d'Emily avec son fils, prise depuis un étage élevé d'une netteté irréprochable et un message tapé, « Tu veux être un héros ? Vas-y, essaie. » Emily resta silencieuse un long moment, puis laissa échapper un petit rire amer. « Pour qu'il sache que tu m'aides aussi. » Super. J'ai signalé l'incident à la police, dit Nathan fermement. Mais Emily, je ne reculerai pas, et toi non plus. Sa voix se brisa. Je ne sais pas s'il me reste quelque chose. Si tu tombes, il gagne. Si tu continues à respirer jusqu'au bout, tu gagnes.
Elle jeta un coup d'œil à son fils, qui rampait sur le sol, poussant une petite voiture comme un petit guerrier sur un champ de bataille. « Je ne tomberai pas, murmura-t-elle, une promesse faite plus à elle-même qu'à lui. Cette nuit-là, Émilie rêva qu'elle traversait une forêt plongée dans l'obscurité, le bébé dans les bras tandis que des pas invisibles résonnaient autour d'elle. Elle courut, mais ses pieds s'enfoncèrent dans une épaisse boue. L'enfant devint encore plus lourd, puis lui glissa des mains comme du sable fin entre les doigts. Elle creusa la terre, l'appelant par son nom encore et encore, sans obtenir de réponse. Puis une voix d'homme murmura derrière elle, « Tu ne mérites pas d'enfant. » Elle se retourna où le visage de Logan apparut et murmura, « Tu l'as tué. » Aucun son ne suivit. Elle se réveilla à la lumière du matin qui filtrait à travers les rideaux du balcon. Heather était assise au pied du lit, berçant son fils. « Tu as dormi plus de 4 heures la première fois depuis une semaine. » Émilie déglutit difficilement. « J'ai rêvé qu'il disparaissait. » « C'est bon. Tu t'es réveillé. C'est ce qui compte. » Des larmes coulaient sur le visage d'Émilie. « Heather, si je le perds, que me restera-t-il de la vie ? » « Tu ne vas pas le perdre, dit doucement Heather. Mais tu dois te relever. Tu dois être sa mère, plus forte que ta peur. » Émilie essuya ses larmes et regarda son fils pour la première fois ce matin-là. Elle serra le poing, non pas de tremblement, mais en un serment silencieux. Elle ne le laisserait pas disparaître dans les ténèbres, même si elle devait traverser l'enfer pour le protéger. 28 jours après son accouchement, Émilie fixait le calendrier comme s'il marquait une vie entière plutôt qu'un mois. Malgré les nuits blanches, les messages menaçants, les regards critiques à chaque sortie ou chaque cauchemar de cris dans le noir, son fils, Lucas, était toujours en vie, souriant, lui serrant le doigt chaque fois qu'il avait faim. Mais cela rendait les choses encore pires, elle ne pouvait pas le laisser grandir dans un monde qui qualifiait sa mère de complice. « Heather, il faut que je revoie Laura, dit-elle. Je me suis souvenu de quelque chose d'important. » Quel détail ? Dans le journal de grossesse de Logan, il a écrit quelques mots d'amour et j'ai réalisé que la signature sur le contrat de prêt avait été découpée sur cette même page. « Tu es sûr ? Demanda Heather. J'ai comparé l'encre, le trait de plume, les taches, ils correspondent exactement. Heather hocha la tête. Alors vas-y. Je m'occuperai du bébé. Dans la salle d'enquête du département de police de Westwood, à East Austin, Laura tapota des doigts tandis qu'Émilie étalait ses preuves sur le bureau. Elle ouvrit le journal de grossesse jusqu'à la 20e semaine. « Regarde, dit Émilie en pointant du doigt. Logan a écrit, « Mon Émilie, chaque jour où tu restes forte est un jour où je crois que je serai un bon père. » Et cette phrase, sa signature, Logan Anderson. Émilie déplia le contrat de prêt imprimé de sulfène. La signature a été prélevée sur cette écriture de journal. Vous voyez l'espacement étrange sur le fond du papier ? L'encre semble irrégulière. Laura fronça les sourcils et leva une loupe. Sous la lampe de bureau, le contrat révélait un léger décalage preuve d'un copier-coller. « Je ne sais même pas par où commencer pour le prouver, » murmura Émilie, « mais je ferai tous les tests nécessaires. » Pas besoin, dit Laura. On l'enverra au laboratoire d'analyse graphologique. S'il confirme que c'est un faux, le contrat est invalide. Et si on retrouve l'empreinte numérique de Logan, on pourra lancer un mandat d'arrêt international. Émilie resta assise dans un silence stupéfait tandis qu'une fragile étincelle d'espoir vacillait en elle. « Mais préparez-vous, prévint Laura. Ils ne resteront pas silencieux si cette affaire est rouverte. »« Je sais, » dit Émilie en se rassemblant. « Et je n'ai plus peur. »« Bien, » dit Laura en jetant un coup d'œil à ses notes. « J'aurai besoin d'une déclaration complète, chaque transaction, chaque appel suspect, chaque SMS tard dans la nuit. Plus il y aura de détails, plus le dossier sera solide. Je l'écrirai aujourd'hui. Et soupçonnez-vous quelqu'un d'autre ? Des amis ou des proches ? Émilie marqua une pause. Un nom lui vint à l'esprit. Sophia Bennett. Elle et Logan sont allés à Los Angeles ensemble. Je la soupçonne d'être impliquée. Je vais me renseigner sur ses antécédents. Ce soir-là, Heather prépara la soupe tandis qu'Émilie était assise à table, exposant chaque détail de sa déclaration, chaque voyage d'affaires, chaque vague commentaire sur des investissements urgents. À la fin, sa main tremblait tandis qu'elle écrivait, « Je l'aimais si profondément autrefois que je pensais que personne d'autre ne pouvait me faire de mal, sauf lui. Maintenant, je suis prête à aimer autre chose, la vérité, car mon fils a besoin d'une mère qui ne cède pas aux mensonges. » Le lendemain matin,
Nathan a appelé. J'ai quelque chose. Un collègue du service financier dit que Sulfen était lié à une affaire de blanchiment d'argent l'année dernière à Los Angeles, mais que l'affaire a été enterrée. Quelqu'un a-t-il été arrêté? Demanda Emily. Non. Ils ont utilisé une société écran appelée Miridan Consulting. L'adresse enregistrée correspond à celle utilisée par Logan pour m'envoyer ce colis l'année dernière. Miridan? Emily se leva brusquement. Un jour, Logan a laissé un dossier chez lui concernant un projet d'investissement qu'il voulait que nous présentions. Puis il a disparu sans jamais donner suite. Son pouce accéléra. Les pièces du puzzle se mirent enfin en place. Je me souviens qu'il y avait un logo, M, en spirale verte. Envoie-moi toutes tes photos, lui ai-je dit. Je les soumettrai via le système interne de la rédaction. Cet après-midi-là, Emily fouilla dans un vieil album photo sur son téléphone. Elle trouva une photo floue du bureau de Logan, mais le logo en forme de M en spirale sur un dossier était indéniable. Elle l'envoya. Plus tard, Laura a appelé, les résultats préliminaires du laboratoire de criminalistique étaient arrivés. La signature sur le document de prêt avait été copiée-collée, les niveaux d'encre ne correspondaient pas et il y avait des signes évidents d'altération numérique. Emily serrait le téléphone si fort que ses jointures en blanchissaient. « Alors je ne suis pas folle » murmura-t-elle. « Non, tu ne le es pas » dit Laura d'une voix plus douce. « Et je suis désolée de ne pas t'avoir cru au début. »« Merci » s'étrangla Emily, la tête posée sur la table de la cuisine. Des larmes coulèrent non pas de douleur, mais de soulagement, les premières larmes qu'elle pouvait appeler justice. Ce soir-là, Heather est arrivée avec un sandwich et une bouteille de jus. « Mange » insista Heather. « Tu as gagné une manche aujourd'hui. »« Non » répondit Emily en enlaçant Heather. « Tu as gagné, parce que tu n'as jamais renoncé à moi. » Heather renifla et haussa un sourcil. « Tu deviens sentimentale. »« Ils ont menacé mon fils, » dit Emily, la voix tremblante. « Je n'ai pas dormi depuis un mois. Je mérite d'être sentimentale. » Elles rirent ensemble pendant un moment, deux femmes épuisées se rappelant ce que cela faisait d'avoir à nouveau 20 ans, avant que la trahison et le chagrin ne s'abattent sur leur vie. Emily prit son fils dans ses bras et le serra contre elle. « Maman te promet que personne ne te fera de mal, même pas à quelqu'un qui s'appelle Anderson. » Elle n'aurait jamais imaginé que des termes comme « transfert transfrontalier » ou « faux passeport » feraient partie de son vocabulaire quotidien. Désormais, elle pouvait les réciter par cœur, car celui qui s'était autrefois présenté comme son mari vivait comme un fantôme, se faufilant entre toutes les brèches juridiques. Le lendemain matin, à 8 heures, la voix de Laura grésillait au téléphone. « Emily, j'ai besoin de toi au poste, il y a du nouveau. » Emily regarda Heather, qui préparait le lait maternisé de Lucas. « C'est peut-être à propos de Logan, » dit Heather. « Vas-y. Je vais surveiller le bébé. » Au commissariat, dans la salle 4B, Emily rencontra Daniel Brox, de la brigade des crimes financiers. C'était un homme d'âge moyen, le regard fatigué, et le visage marqué par les années. « Voici le compte de Sulfen » dit-il en désignant un relevé bancaire sur son ordinateur portable. Juste après l'apparition du prêt de $120 000 à votre nom, $50 000 ont été retirés le premier jour et $70 000 3 jours plus tard. Le tout a été versé sur un compte dans une petite banque de Houston, au nom de Miguel Smith. Emily fronça les sourcils. « Je ne connais personne de ce nom. »« Pas étonnant, » répondit Daniel. « Ce n'est pas une vraie personne. Cette identité a été enregistrée avec un faux passeport de Floride, et nous avons des raisons de croire qu'il s'agit de Logan lui-même. » Laura poussa un dossier sur la table. La première page montrait des images de caméras de surveillance, un homme entrant dans une agence bancaire, casquette baissée, lunettes de soleil foncées sur le nez. « C'est lui », dit Emily d'une voix brisée. « Je reconnais sa démarche, la légère inclinaison de son cou et cette veste, je la lui ai achetée l'année dernière. » Daniel hocha la tête. « Nous avons déposé une demande de coopération auprès de la police de Floride. Il est actuellement à Houston, où il loue un appartement dans le quartier de Freedom Park. Le bail est au nom de Smith Consulting, une société écran. Il est répertorié comme consultant en projet de transport. Est-il toujours là? Les caméras de circulation montrent qu'il a été aperçu pour la dernière fois il y a 3 jours dans une station-service près de la voiture de location. » Le cœur d'Emily battait à tout rompre. Chaque cellule de son corps vibrait. « Je veux le confronter au tribunal.
Je veux qu'il voie que je ne suis pas restée silencieuse. Le ton de Laura s'adoucit. Si tout se déroule comme prévu, nous aurons bientôt un mandat d'arrêt international. Mais nous avons besoin de la coopération de la Floride et de davantage de preuves à l'appui, votre témoignage, la preuve de sa fausse identité. Que puis-je faire maintenant? La première étape consiste à signer ce formulaire d'identification visuelle et à nous dire tout ce dont vous vous souvenez concernant le comportement de Logan avant sa disparition. Emily prit le stylo, les yeux rivés sur la photo. Un jour, il a reçu un email avec une pièce jointe intitulée « Document PDF chiffré ». Quand je lui ai posé la question, il s'est figé et a éteint son ordinateur portable. Elle marqua une pause. Ça aurait pu être un faux passeport. Et il m'a dit qu'il avait un voyage de dernière minute au Mexique, mais j'ai trouvé un email de confirmation pour la Nouvelle-Orléans. J'étais trop épuisé par la grossesse pour le confronter. Laura l'a noté. Daniel a demandé, Logan a-t-il déjà évoqué son intention d'aller en France, en Allemagne ou ailleurs? Emily réfléchit. Un jour, il m'a dit qu'il aimerait vivre à Charleston, en Caroline du Sud. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a répondu, juste une idée, un endroit avec une architecture riche. On pourrait facilement s'y perdre. Daniel échangea un regard avec Laura et hocha la tête. Chaque détail compte. Cet après-midi-là, la lumière du soleil filtrait par la fenêtre de leur petit appartement tandis qu'Emily et Heather étaient assises ensemble. Emily venait de finir d'allaiter Lucas et racontait chaque détail, Houston, le faux nom, le faux passeport, la société écran. Ils ne l'ont toujours pas arrêté, car la justice est réelle, mais lente, dit-elle, la voix tendue. J'aimerais pouvoir le traîner moi-même devant le tribunal, le forcer à nous regarder, lui et son fils, dans les yeux. Heather lui prit la main. Alors, écris-lui une lettre. Ne l'envoie pas, purifie-toi. Emily hésita, puis déposa Lucas dans son berceau. Elle prit un stylo et du papier. La première ligne trembla, mais sa main trouva enfin son rythme. Logan, je ne t'écris pas pour m'excuser, te plaindre ou te supplier. Je t'écris pour que tu saches que j'ai vécu dans les ténèbres que tu as créées, mais que je n'y suis pas morte. Tu as contrefait ma signature, usurpé ton identité, mais tu ne peux pas falsifier la vérité. Notre fils Lucas n'aura pas besoin de savoir qui tu es, mais il saura qui je suis, une mère qui s'est battue pour lui jusqu'au bout. Ce soir-là, Nathan a appelé par vidéo. Son visage familier illuminait l'écran. Ça va, demanda-t-il. Tant que je respire, ça va. Bonne nouvelle. Mon dernier article sur le blanchiment d'argent via l'identité des épouses a été publié dans le New York Times. Plus de 30 000 vues, et 3 femmes ont été contactées. Elles aussi ont été piégées par leur mari et ont contracté des prêts. Emily se figea. Ce n'est pas seulement toi, dit Nathan. C'est une habitude, et tu es le premier assez courageux pour la briser. Un léger sourire se dessina sur les lèvres d'Emily, le premier depuis des jours. Peut-être que je n'ai pas encore perdu. Le lendemain matin, Laura a rappelé. Emily, Logan vient d'être repéré dans un café à Houston. Nous avons obtenu une ordonnance de placement en détention provisoire et travaillons en coordination avec Interpol. Il ignore qu'on l'a retrouvé. Emily agrippa la coudoir de sa chaise, le cœur battant. Combien de temps avant que? Dans les 72 heures. Préparez-vous. Elle prit une profonde inspiration. Elle était prête depuis le moment où elle avait refusé de se taire. Il est sorti par la porte. Laura marqua une pause, puis dit doucement, et maintenant, la justice est enfin rendue, Emily. Nous suivons sa piste pour le faire connaître. Emily raccrocha, assise dans un silence stupéfait. Puis elle regarda son fils, qui jouait avec une peluche en lambeaux. Lucas, tu n'as pas besoin de savoir quel jour nous sommes. Mais un jour, si quelqu'un te demande quand ta mère a commencé à se faire justice, ce sera aujourd'hui. Jour 36 après l'accouchement. Emily s'est réveillée à 4 heures du matin, non pas à cause des pleurs de Lucas, mais à cause d'un battement de cœur étrange et rapide, comme jamais auparavant. Une sensation. Elle sortit discrètement du lit, jeta un coup d'œil à son fils endormi et entra dans le salon. Son téléphone était silencieux. Aucune nouvelle. Mais elle savait que quelque chose allait arriver. Heather s'est réveillée et a trouvé Emily debout près de la fenêtre, regardant au loin. Tu ne dors pas. Je ne peux pas. J'ai l'impression que quelque chose se rapproche. C'est peut-être la justice. Emily esquissa un léger sourire.
J'aimerais bien y croire. Mais la justice me semble un luxe que les gens comme moi n'ont pas. Plus maintenant. Tu n'es pas seul. 10 heures. Réunion d'urgence, département de police de San Antonio. Laura l'a menée, rejointe par Daniel, l'expert financier, et un représentant d'Interpol. Les services de renseignement du sud-ouest des États-Unis ont confirmé que Logan, sous le pseudonyme Miguel Smith, rencontrerait un homme nommé Paul Morgan au Blue Turtle Café de Montrose, Houston, Texas, le lendemain à midi. Morgan était soupçonné d'être un intermédiaire financier du marché noir. Y a-t-il des caméras sur place? Oui. Notre équipe placera un mini-enregistreur audio dans le café que Paul apportera. Est-ce qu'on va procéder à l'arrestation sur place? Demanda Laura. Oui, mais il nous faut un élément déclencheur pour baisser la garde de Logan. Quelque chose de familier. Un visage du passé. Tout le monde s'est tourné vers Emily. Moi, Alta TL. Pas de rencontre en personne. Mais nous utiliserons ton ancien compte de réseau social, celui que Logan suivait, pour t'envoyer un message. Il apparaîtra comme s'il provenait d'un vieil ami. OMS? Bruyère. Heather haussa un sourcil. Moi. Oui. D'après les données, votre compte a interagi avec les photos du mariage de Logan il y a 2 ans. Nous allons les utiliser. Vous lui enverrez un message, lui disant que vous êtes de passage à Houston pour une affaire immobilière prometteuse et que vous aimeriez le rencontrer. Emily hocha la tête, sa poitrine se serrant. Alors c'est la fin. Pas encore. Mais c'est le plus proche qu'on ait jamais vu d'une mise en cage. Le lendemain matin. Houston, Texas. Le soleil était de plomb. Logan, assis au Blue Turtle Café, lunettes de soleil à la main, feuilletait un journal de Floride. Mais son regard était constamment errant. Un message est apparu sur son téléphone, de la part de Heather Wilson 88. On peut se voir à 12h15 au café? Je suis ici avec un investisseur. Belle opportunité. Logan répondit, d'accord. Mais pas trop en public. Je ne veux pas être photographié. Dès qu'il l'a envoyé, les traceurs GPS de la police ont localisé sa position. Un agent infiltré et déguisé travaillait déjà comme barista à l'intérieur. 12h11. Logan se leva, sortit son portefeuille et se dirigea vers la porte. Mais avant qu'il puisse partir, 2 hommes costauds en civil se présentèrent devant lui. Monsieur Miguel Smith? Logan se figea. OMS. Police internationale. Vous êtes en état d'arrestation pour usage de faux documents et êtes recherché en vertu de l'article 347 du Code pénal américain. Avant qu'il puisse réagir, les menottes claquèrent. Tout se passa très vite, comme dans un film au ralenti. Les gens dans le café se retournèrent pour le regarder. Logan se débattit. Vous vous trompez de personne. Je suis citoyen de Floride. Nous avons des preuves du contraire, notamment votre passeport original et les documents de prêt déposés frauduleusement au nom de votre femme. À ce moment-là, une femme est sortie de la voiture de police. L'enquêteur Laura. Elle regarda Logan droit dans les yeux, sa voix froide et tranchante. Bonjour, Logan Anderson. Tu as laissé une trace. Il est temps de la nettoyer. Le visage de Logan pâlit. Ses lèvres remuèrent. Emily. Il savait qu'elle en faisait partie aussi. Laura a sorti son téléphone et a écouté un enregistrement audio de la rencontre de Logan avec Paul la veille, où il avait avoué. J'ai dû utiliser son nom pour le prêt. Si c'était à moi, aucun prêteur ne l'aurait approuvé. Mais je ne pouvais pas refuser ce genre de piège. Logan resta silencieux. 1 heure après l'arrestation, Emily a reçu un appel vidéo de Laura. Emily. Il est en garde à vue. Pris en flagrant délit. Emily ne répondit pas immédiatement. Elle fixa simplement l'écran, le visage de Laura brouillé par les larmes qui lui montaient aux yeux. Merci. Et merci-moi pour ne pas avoir rompu. Il sera extradé dans les 72 heures. Nous avons désormais presque tout ce qu'il faut pour engager des poursuites. J'espère juste que le tribunal ne fermera plus les yeux. Laura hocha la tête, ses yeux brûlant de quelque chose de féroce et de réel. Si c'est le cas, c'est moi qui frapperai à leur porte. Le lendemain matin. Les gros titres ont inondé la presse. Le masque d'un mari parfait arraché lors d'une arrestation à Houston, au Texas. La vérité choquante derrière le nom de ma femme sur un prêt frauduleux.
Nathan a envoyé un message. Il est à terre. Il est temps de raconter toute l'histoire. Émilie a répondu. Il ne reste plus qu'un chapitre, n'est-ce pas? Ouais. Le dernier. Et tu es celui qui l'écrit. Ce soir-là, Heather et Émilie restèrent assises ensemble pendant que Lucas dormait paisiblement. Elles se regardèrent un long moment, sans rien dire. Puis Heather a pris la parole. Les nouvelles sont partout aujourd'hui. Les avez-vous lues en entier? Non. Pourquoi pas? Parce que je n'ai plus besoin d'entendre ce que le monde pense. Je sais que la seule chose qui compte, c'est que je n'ai pas fui. Alors c'est fini maintenant, n'est-ce pas? Émilie regarda son enfant, puis par la fenêtre. Presque. Mais pas parce que Logan a été arrêté. Parce que j'ai vaincu la peur en moi. Alors, quelle est la prochaine étape? Émilie sourit, un sourire doux et sincère. Emmener Lucas au parc. Lui montrer que le monde est toujours beau, même si sa mère est tombée un jour. Haute cour de San Antonio, Texas. Octobre. Le procès de Logan Anderson pour fraude et usurpation d'identité financière s'est déroulé par une matinée fraîche. Une file de journalistes attendait derrière les grilles en fer noir, les appareils photo crachant à chaque pas de l'accusé tandis qu'il était escorté à l'intérieur. Émilie était assise au premier rang, serrant contre elle un châle vert mousse. Heather avait dit que cela correspondait à l'ardeur de ses yeux lorsqu'elle était furieuse. Elle ne tremblait pas. Pas de sueur. Pas de panique. Juste un étrange silence. Pas la paix, mais le silence qui suit la survie à la tempête et le fait d'entrer dans son œil une dernière fois. Le greffier du tribunal a annoncé. Affaire pénale numéro 203/2025. Le défendeur Logan Anderson est inculpé en vertu des articles 392, 248, 169 et 4 sens du Code pénal américain. Chef d'accusation, falsification de documents et fraude organisée. Des menaces personnelles et l'usurpation d'identité à des fins financières pesaient sur Émilie tandis qu'elle croisait le regard de Logan. Il était assis à la table de l'accusé, les cheveux coupés courts et visiblement plus clairsemés, mais son regard restait le même, indifférent, froid, comme si le monde entier était une pièce de théâtre dont il n'avait jamais besoin de mémoriser le texte. Margaret Wells, l'avocate d'Émilie commise d'office par le Bureau d'aide juridictionnelle publique, s'est levée à la barre. C'était une femme d'âge moyen, calme et déterminée. Votre honneur, a-t-elle commencé, ma cliente, Madame Émilie Anderson, est la seule et directe victime d'une fraude sophistiquée perpétrée par l'accusé. Margaret marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Non seulement il a falsifié sa signature gravée dans son journal intime de grossesse pour valider un contrat de près de 120 000 $, mais il a ensuite retiré la totalité de la somme, l'a transférée sur un compte sous une fausse identité en Floride et a vécu sous le nom de Miguel Smith pendant des mois. L'avocat de Logan, un jeune homme en costume noir impeccable, a répliqué promptement, mon client affirme que Madame Anderson était au courant du prêt et y a consenti verbalement. Il n'existe aucune preuve directe de coercition. Émilie se leva d'un bond. Je m'oppose. Je n'ai jamais rien accepté. Sa voix tremblait de colère et de douleur. Il m'a envoyé ce cadeau pour bébé, et il s'est avéré que c'était un contrat de dette, accompagné d'une lettre d'excuse. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai ouvert cette boîte. Le juge frappa du marteau. Madame, veuillez maintenir l'ordre. Vous aurez le temps de témoigner. Margaret posa doucement une main sur l'épaule d'Émilie, la guidant vers son siège. Qu'ils entendent les preuves, murmura-t-elle. Cet après-midi-là, l'accusation a présenté une vidéo de surveillance de la banque de Houston où Logan, muni d'un faux passeport, avait retiré les fonds. Au même moment, la voix de l'enquêteur Daniels résonnait sur l'enregistrement, la signature figurant sur le contrat de prêt remis à Sulfen correspond parfaitement à l'échantillon extrait du journal de grossesse personnelle de Madame Anderson, comme l'ont confirmé les analyses d'écriture et d'encre. Sur l'écran, la page du journal portait les mots tendres, Logan t'aime, la signature parfaitement alignée dans le cadre de comparaison. Un silence s'abattit sur la salle d'audience, certains haltèrent, d'autres se couvrirent la bouche, incrédules. Émilie baissa les yeux, non pas par honte, mais à cause de la douleur lancinante de voir un souvenir précieux transformé en arme contre elle. La voix du juge rompit le silence. L'accusé a-t-il quelque chose à déclarer? Logan se leva, le visage impassible. Je l'ai fait parce que j'étais coincé. Mon entreprise a fait faillite, mes créanciers m'ont harcelé. Sans ce prêt, je serais mort. Je pensais qu'Émilie comprendrait.
Émilie rit alors un rire froid et creux. Tu comprends? Tu m'as menacé, tu m'as volé mon sommeil, tu m'as volé mon lait, tu m'as fait vivre comme une proie. Chaque fois que je tenais mon fils dans mes bras, j'avais peur que tu me l'arraches des bras. Tu veux que je comprenne? Le juge hocha la tête et lui accorda la parole. Émilie se dirigea vers la barre des témoins, les mains fermes. Votre honneur, je ne suis pas venue ici pour pleurer, j'ai suffisamment pleuré. Je n'ai besoin ni de pitié ni de félicitations pour ma force. Je veux juste que justice soit faite. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui ont été contraintes de s'endetter par leur propre mari. C'est de la violence, invisible mais dévastatrice. Un applaudissement retentit au fond de la salle. Nathan Rogers, le journaliste qui l'avait cru le premier, se leva et applaudit. Le juge frappa du marteau en guise d'avertissement, mais son regard exprimait un respect indéniable. À la fin de l'audience, le juge a lu le verdict. Sur la base des preuves recueillies, des témoignages et de l'analyse médico-légale, le tribunal déclare le contrat de prêt au nom d'Emily Anderson nul et non avenu. L'accusé, Logan Anderson, est condamné à 8 ans de prison, privé de tout droit financier pendant 10 ans après sa libération et condamné à rembourser $120 000 à titre de restitution. L'écho du marteau résonna comme des chaînes invisibles qui se détachaient. Emily s'effondra sur le banc, pleurant de soulagement. Heather la serra dans ses bras. « Tu as réussi. »« On a réussi », murmura Emily. Le lendemain, Emily a reçu une lettre d'une organisation appelée Free Modern. On l'invitait à incarner une nouvelle campagne, Femmes, la propriété financière de personnes. Dans un petit bureau du centre-ville de San Antonio, elle a rencontré Lucy Collins, la coordinatrice de campagne pleine d'entrain. « Emily, je suis votre dossier depuis le début. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez changé des vies. » Emily secoua la tête. « Je voulais juste être en paix avec mon fils. » Lucy sourit chaleureusement. « C'est exactement pour ça que tu es un symbole. Beaucoup de femmes sont piégées dans des escroqueries financières déguisées en mariage. Tu as été la première à mettre le système en lumière. » Un après-midi tranquille de week-end, Emily emmena Lucas au parc. Il balbutia ses premiers mots, maman, biscuit, oiseau. Rire et soleil les entourèrent. Elle s'assit sur un banc en bois, lui tendant une bouteille d'eau, lorsqu'elle remarqua une enveloppe dans son sac. Ni expéditeur, ni adresse. À l'intérieur, un simple mot disait « Merci de ne pas être resté silencieux. Vous avez sauvé des centaines de personnes comme moi qui pensaient que personne ne nous croirait. » Pas de signature, mais Emily reconnut cette voix, celle de quelqu'un qui avait autrefois sombré dans le même abîme. Elle serra Lucas contre elle. « Désormais, maman n'a plus peur de rien. Tu es mon plus beau cadeau. » Un mois plus tard, Emily emménageait dans un appartement de 46 mètres carrés au 3e étage d'un HLM à Monte Vista, au nord de San Antonio. Murs blancs, sol en pierre usée, une minuscule cuisinière à gaz et une fenêtre donnant sur le tramway, pour elle, c'était un véritable palais de liberté. Chaque matin, elle préparait du café, allumait NPR et portait Lucas sur le balcon. Il gazouillait, « Regarde, maman, un gros camion. »« Oui, ma puce, disait-elle. Maman travaille à la maison. » Elle collaborait désormais à la communication de Free Modern, rédigeant des articles, répondant aux courriers et guidant d'autres femmes vers l'aide juridique. Vers midi, Heather apportait une paille à la maison et des nouvelles fraîches. Lucy dit que ton interview est à la une du Washington Post du mois prochain. Emily faillit s'étouffer. Mon visage en couverture? Heather hocha la tête. Oui, tenant Lucas sous le jacaranda. Superbe. Cet après-midi-là, Emily assistait à une réunion préparatoire à la campagne médiatique. Lucy lui tendit une enveloppe timbrée à l'insigne de la police nationale américaine. Ils veulent que tu les aides à former les nouvelles recrues, que tu leur apprennes à identifier et à réagir face aux victimes d'abus financiers. Emily marqua une pause, puis hocha la tête. J'y vais. Je me souviens que quelqu'un avait dit, si tu ne peux pas le prouver, alors tu le dois. Lucy rayonnait. Tu changes le système avec ta douleur. La semaine suivante, à l'Académie de police régionale du Sud-Ouest, Emily se tenait devant près de 200 cadets. Regardez-moi, a-t-elle lancé. Croiriez-vous que j'ai été un jour accusé de complicité dans une fraude de $120 000? Croiriez-vous que j'ai été menacé de mort, qu'on m'a montré des photos anonymes de mon enfant, qu'on m'a privé de sommeil et de lait, et que j'ai failli abandonner? Un jeune cadet essuya ses larmes.
Je suis désolé, mais comment avez-vous survécu? Émilie sourit. Il n'y a pas de formule magique. J'avais une amie qui ne m'a jamais quitté, un détective qui me croyait, un journaliste qui disait la vérité et un bébé qui ne cessait de me regarder comme si j'étais son monde. Les applaudissements ont rempli la salle non pas pour un discours, mais pour une vérité crue et sans phare. L'histoire d'Émilie a rappelé à tous que derrière chaque victime se cache une société qui doit faire mieux. Ce soir-là, Émilie rentra chez elle et trouva sur son bureau une pile de lettres, remises en main propre à Frimoder. Elle les ouvrit avec soin, caressant les vieilles blessures des écrivaines. Une lettre, d'Olivia de Minneapolis, lui coupa le souffle. Mon mari m'a imposé un prêt de $30 000 et m'a laissé avec un bébé. J'ai failli vendre mon lait maternel. Puis j'ai lu votre histoire. Maintenant, je crois que je peux commencer. Des larmes de renaissance coulaient sur le visage d'Émilie. Une semaine plus tard, à Brackenridge Park, elle organisait le premier rassemblement des « Returnés », un cercle ouvert à toute personne trahie, exploitée ou contrainte à la soumission. 10 femmes étaient présentes, puis 12, puis 20. Un homme transgenre murmura « J'étais autrefois l'Émilie de quelqu'un dans son histoire de Logan ». Heather prit Lucas dans ses bras et le déposa doucement dans les bras d'Émilie, tout en lui tendant une bouteille d'eau. « Regarde-toi, tu es une leader », lui dit-elle avec assurance. Émilie secoua la tête en souriant. « Moi? Pas moi. Je suis juste restée après l'orage. » Heather posa une main réconfortante sur son épaule. « Exactement. Tu es resté, et tu as allumé les lumières pour les autres. » Plus tard dans la soirée, elles s'assirent au bord de la rivière San Antonio, les lueurs de la ville dansant doucement à la surface de l'eau. Heather brisa le silence. Qui aurait cru que ça arriverait un jour? Émilie fixa l'horizon, la brise nocturne caressant son visage. Je croyais être une mère comme les autres. Jamais je n'aurais imaginé me retrouver devant un tribunal ou sous les feux des médias. Mais la justice ne naît pas dans une salle d'audience, elle commence au moment où l'on décide de ne plus subir en silence. Elle se tourna vers Heather, un sourire éclairant son regard. Logan ne m'a pas seulement laissé endetté. Il m'a offert quelque chose de bien plus précieux, une chance de repartir à zéro. C'est un cadeau qu'il n'aurait jamais voulu m'offrir, et c'est pour cela que je le chéris. L'histoire d'Émilie nous rappelle que la justice ne se limite pas à un verdict. Elle réside dans le courage de prendre la parole, dans la foi en la vérité, et dans les liens d'amitié et de maternité qui nous portent quand la tempête fait rage. L'abus financier est une forme de contrôle silencieuse et pernicieuse, et ce n'est qu'en le dénonçant que l'on peut enfin le vaincre. Personne ne n'est condamné à la trahison, chacun mérite de voir la lumière d'un nouveau départ. Si cette histoire vous a touché, aimez notre chaîne et abonnez-vous. Votre soutien nous permet de partager ces récits poignants presque chaque jour. À bientôt.